On se retrouve dans Punchline avant de parler de l'actualité politique. Ce drame hier dans le Val-de-Marne. Un pompier est mort des suites d'une agression au couteau dans le cadre d'une de ses interventions. On en parle avec vous, lieutenant-colonel Gabriel Plus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Merci beaucoup d'être présent ce soir sur notre plateau. On va revenir sur ce qui s'est passé d'abord à travers ce reportage de Solène Rieu et on en parle ensuite. Il est 18h20 hier lorsque les pompiers interviennent dans ce petit pavillon de Villeneuve-Saint-Georges après l'appel d'une femme dont le fils est en pleine crise de démence. J'ai vu passer une ambulance de pompiers avec la sirène allumée. Et je dis à mon épouse, les pompiers chez nous ce soir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et derrière, je vois arriver un camion de pompiers encore, et ma femme me dit, oh, il y a quelque chose de grave. L'homme serait sorti du pavillon avec eux, puis, après avoir indiqué qu'il avait oublié quelque chose, serait revenu avec 2 couteaux. C'est alors qu'il poignarde les 2 pompiers à plusieurs reprises. Transporté à l'hôpital militaire Percy-Clamart, l'un a succombé à ses blessures, l'autre a été grièvement blessé. Sur place, c'est le choc et l'incompréhension. Et c'est un petit garçon que je l'ai connu tout petit au football avec moi. Il joue au football derrière au stade des Cheminots. Plus largement, cette agression témoigne de la violence grandissante à l'égard des pompiers. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la ministre des Armées Florence Parly ont fait part de leur plus profonde émotion et leur grande tristesse. L'auteur des faits, dont l'identité est encore inconnue, a été interpellé. Lieutenant-colonel Gabriel Plus, est-ce que le risque est omniprésent pour les pompiers qui sont en intervention aujourd'hui ? Dans l'engagement sans faille des pompiers de Paris et plus largement des pompiers de France, le risque est omniprésent. Mais le risque d'agression, ce qui est encore autre chose, évidemment. Effectivement, notre métier, c'est le risque. C'est aussi la menace terroriste, depuis peu. Et c'est de plus en plus l'agressivité. On peut constater effectivement différentes formes d'agressivité. L'alcool mondain, l'usage mal calculé de stupéfiants, un déficit social, une crise de mal-être. Pour faire face à toutes ces agressions qui sont en augmentation. En 2016, c'est 80 interventions avec agressivité contre les sapeurs-pompiers. On parle 2017, de Paris uniquement. Hein. Paris et la petite couronne. Et en 2017, c'est davantage, c'est presque 130. Donc une augmentation exponentielle de cette agressivité, de cette violence. Alors, on ne va pas généraliser, ce n'est pas une intervention violente hier, puisqu'on est appelé par le SAMU pour prendre en compte quelqu'un qui est pris de crise, vraisemblablement bipolaire, peut-être schizophrène. En tout cas, ce n'est pas une intervention d'urgence au départ, et ce n'est pas une intervention dans laquelle on devait perdre l'un des nôtres. Comment va le deuxième pompier qui a été grièvement blessé aujourd'hui ? Alors, il va beaucoup mieux, ses jours ne sont plus en danger, et il reviendra très certainement chez nous bien rapidement. Le président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers demande un accompagnement par les forces de l'ordre lors des interventions à risque. Est-ce que vous approuvez ? Est-ce que vous dites, nous, les pompiers, on a besoin d'être accompagnés des policiers quand on va dans certaines zones tendues, évidemment, on pense aux quartiers difficiles ? Alors effectivement, en fonction du motif de départ, à partir du moment où il y a une violence avérée, les policiers nous accompagnent. C'est pour cette raison que la préfecture de police a mis en place cette plateforme d'appel unique, où autour de la table on trouve le 17, le 112, le 18, ce qui nous permet de répondre aux justes besoins dès la prise d'appel. Et là, les policiers viennent avec nous. Si la violence est avérée, et hier soir, elle ne l'était pas. Elle n'était pas volontaire, cette violence. Donc les pompiers ont appelé la police après coup. On est sursollicité. Les acteurs du secours sont sursollicités. Le SAMU, on en a parlé récemment. Les pompiers, les volontaires, les associatifs sont sursollicités. La police aussi. On ne peut pas être présents tous au même endroit, au même moment pour toutes les interventions. Il faut qu'on se mette autour de la table. Il y a une certaine carence. On part plus de 400 000 fois pour du secours à personne par an sur les 500 000 interventions en 2017. C'est énorme. Ça devient trop. Il faut se poser la question, se mettre autour de la table pour trouver de nouvelles solutions. La plateforme d'appel unique en est une, peut-être que le numéro unique en est une autre. Bref, on ne peut pas répondre à la non-urgence. Et hier, ce n'était pas, au départ, une urgence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a certains pompiers qui, en dehors du risque inhérent au métier, le feu évidemment, partent avec la peur au ventre en se disant dans tel quartier, on peut se faire caillasser, on peut tomber dans un guet-apens, on peut avoir notre véhicule brûlé, à nous aussi ? Sur ces incivilités qui sont caractérisées, effectivement, on part avec entraînement, on s'entraîne tous les jours, on part avec la police. C'est la police qui va d'abord quadriller la zone, qui va d'abord protéger notre intervention, et ensuite on interviendra.
mais on ne peut pas l'anticiper sur chaque intervention, malheureusement. Et cette incivilité n'existe pas uniquement dans les quartiers que vous soulignez. On constate aujourd'hui qu'elle est présente partout. Dans les beaux quartiers comme dans les quartiers difficiles, hein, c'est ce que vous nous Dans les dites. beaux quartiers comme dans les quartiers difficiles. L'alcool mondain, je le disais, l'usage de stupéfiants, le mal-être social, on le trouve autant dans les bons quartiers que dans les quartiers difficiles. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne le détecte pas au départ du coup, si je puis dire. Et donc, ça ne motive pas l'envoi de la police derrière nous pour toute intervention. D'accord. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une formation spécifique des sapeurs-pompiers, alors pas seulement aux risques physiques qu'ils doivent prendre, mais à ce type d'agression. Ça veut dire qu'il s'agit au départ, à l'appel, de bien considérer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas, de ce qui présente une violence, de ce qui ne présente pas de violence. Et il faut se poser la question d'un envoi systématique des secours sur toute intervention. Elle est là, la question. Plus de 500 000 interventions en 2017. C'est la première fois qu'on dépasse le demi-million d'interventions. 6 à 7 000 appels par jour pour Paris et la Petite Couronne. Où va-t-on ? Symptôme d'une société qui craque sous toutes ses coutures. En tout cas, respect à tous les sapeurs-pompiers qui interviennent non seulement à Paris, mais dans toute la France. Merci beaucoup d'être venu, lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On va reprendre l'actualité politique. On va écouter le président Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce matin avant le Conseil des ministres. Il s'agissait de reprendre la main et de fixer le cap. On écoute le président. Rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat ou sur la pression de l'immédiat. Rien n'est fait pour simplement donner plus d'argent à l'un tout de suite ou régler les problèmes qui ne sont pas réglés parfois depuis des décennies de manière facile. C'est pour ça qu'il faut, dans ces périodes, tout à la fois tenir, expliquer et avec force mener ce combat. On est avec Clément Viktorovitch, Christine Kelly, Elisabeth Lévy et Jean-Claude Dacier. Clément, les mots ont un sens, encore une fois, hein, vous êtes notre spécialiste en rhétorique. Il faut tenir. C'est un message important. Hein. Il faut tenir, c'est un message important et c'est même un message étonnant. À ma connaissance, ma mémoire me trompe peut-être, mais à ma connaissance, c'est une des premières fois où on entend Emmanuel Macron avoir comme ça, en creux, l'aveu que la période n'est pas si facile que ça. S'il faut tenir, ça veut bien dire que ce qu'il vit en ce moment est difficile. C'est donc bien la preuve de ce qu'on savait, c'est-à-dire que la rentrée est compliquée. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans cet extrait, c'est quand il commence en donnant le cap. Et son cap, c'est il faut donner du sens et conduire des transformations. Et là, on est en plein dans la langue politique actuelle et contemporaine qui ne veut plus dire grand-chose parce qu'enfin, dire il faut transformer. Je pense que absolument tous nos concitoyens sont d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des transformations à mener. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Encore faut-il dire quelle transformation on veut mener, dans quel sens on veut aller et quelle idéologie politique, quel sens politique il y a derrière. Et moi, c'est un combat que, à titre personnel, j'aimerais mener. C'est-à-dire qu'il y en a marre de cette langue politique où on invoque la transformation comme si c'était l'alpha et l'oméga de la vie politique. Quand on dit qu'on veut transformer, on n'a absolument rien dit. Il faut dire où on veut aller et quel est le sens de l'idéologie. Vous n'aimez ni le mot progressisme, ni le mot transformation. Clément, on l'aura noté. Elisabeth Lévy. Je suis complètement d'accord. Alors là, je trouve que c'est totalement creux, cette idée de... si vous voulez, cette idée, une fois de plus, il y a toujours l'idée un peu derrière qu'il va falloir éduquer les Français. Mais en réalité, si vous voulez, depuis le début, Emmanuel Macron nous a vendu une révolution. Si vous voulez. Il n'y a pas de révolution qui tienne. Il mène une politique assez classique, si vous voulez. Pardon allez-y, finissez, Elisabeth. J'ai fait une politique, franchement, qui, dans ses grandes lignes, est assez classique. C'est une politique d'adaptation à la mondialisation. D'un côté, la compétitivité des entreprises, en espérant que ça va faire venir la croissance. Et comme ça ne marche pas, on va essayer un peu de relancer la consommation. C'est peut-être très bien, je ne sais pas. Mais ça n'a rien de révolutionnaire. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol, si vous voulez, de ce vocabulaire. Non pas seulement du changement, mais moi, Macron, c'est la révolution. Parce qu'en fait, une fois de plus, la seule révolution qu'il ait eu à proposer, c'est lui-même. Si vous voulez. Et moi, contrairement à beaucoup de gens, je ne crois pas que le problème principal d'Emmanuel Macron, ce soit un problème de résultat. La politique, c'est pas seulement une question de résultat. C'est un problème qui est peut-être lié à sa chimie personnelle, je dirais. Ouais. Jean-Claude Dacier, les résultats, alors. c'est quand même pas négligeable, ma chère Elisabeth, quand on mène une politique économique ambitieuse. Moi, il a dit deux choses. Effectivement, tenir. Ça signifie, je ne suis pas rhétoricien, ça veut dire tenir dans un environnement... Dans l'adversité, voilà. Qui n'est pas favorable, qui est plutôt hostile. Il a dit une deuxième chose que je crois vraie, que je dis souvent ici modestement, c'est que les décisions qu'il annonce et qu'il a prises, ce n'est pas, ou ce ne sont pas pour des résultats immédiats.
Et c'est son problème. Ah bah oui. Il prend des décisions qui sont jugées président des riches, président de ceci, président de cela, supprimer l'ISF, mon Dieu, quelle monstruosité. En fait, il mène une politique pro-entreprise. Il a le courage de l'afficher. Et entre nous, il n'y en a quand même pas tellement. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Il le dit clairement. Ça, c'est qui ont le parfaitement culot de le vrai. dire. Mais son Hollande essayait de le drame, faire déjà, ça, sa ça, faut difficulté, le dire. c'est que les résultats. C'est pas pour tout de suite. Et on l'a vu, je le disais encore l'autre jour en Allemagne, il a fallu 4 ans. Donc c'est dur à tenir. J'ajoute encore un petit mot, si Laurence le permet. Je le permets, Il ne sort Jean-Claude. pas quand même indemne. Ah, vous avez la de trouille, cette- hein. Non, je suis très respectueux, moi, de la hiérarchie. Vous avez intérêt, Jean-Claude. Vous avez intérêt. Il ne sort pas indemne. Il ne sort pas indemne C'est vrai. de cette séquence. J'aimerais bien que et le rhétoricien, et Elisabeth, et Christine essaient de me fournir une explication, une question simple. Comment ce président régalien, jupitérien, vertical, sûr de lui, quasi arrogant, est passé en un mois à un président hésitant, presque peureux, face à une réforme. En même temps Oui. Face à une réforme Alors. qui est partout en Europe en application et que les Français approuvent. Il y a là. 3/4 des Français il y a là l'approuvent, une effectivement. situation Allez. psychologique, tu en parlais il y a une seconde. Christine. Moi, je comprends pas. Je sais Christine, pas pourquoi. ce vocabulaire tenir, il dit Oui. cette adversité. Alors, hein. oui, juste avant de tenir par rapport à transformer, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je me dis, comment est-ce qu'on peut oser dire que Emmanuel Macron, il ne dit pas transformer quoi? C'est juste quand même le président qui n'a pas arrêté de dire, je vais faire ça, 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 je vais faire ça. Et il n'arrête pas de, justement, dégrainer au fil de ses discours, depuis quand il était candidat jusqu'à quand il est devenu président, tous ces Il discours. nous a promis je vais une faire ceci, révolution. etc. Vous l'avez lu, son Oui, livre? Oui, il a promis une révolution. Alors, ce qu'il Ridicule. dit. Alors, donc, tout ça, premièrement, pour dire que le côté transformé, il n'a pas obligé, là, maintenant, premier conseil des ministres nouveau, phase 2, de dire transformer ceci, cela, parce qu'il a déjà dit. Deuxièmement, tenir. Bon, premièrement, c'est pas le premier qui l'a dit. Avant, lui, c'est peut-être effectivement, je suis d'accord, c'est certainement la première fois qu'il le dit, mais tenir, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour lui, le choc. Le choc, c'est quoi? C'est effectivement le fait de se dire qu'il y a la vitesse qui va dans la tête des Français, la vitesse des médias, la vitesse de l'instantanéité et le temps institutionnel, le temps des institutions, le temps des réformes. Et là, c'est le choc. Et effectivement, il faut tenir face à ce choc. Et on revient encore une fois à la pédagogie. Expliquer que entre ce que veulent les Français et le temps de le mettre en tu place, as raison. donnez-moi du temps. Tu as raison, c'est pour ça que je réclame et je souhaite, mais ça ne sera pas entendu. C'est le Premier ministre qui s'y est collé sur TF1 hier soir. Je pense qu'il serait temps que le président prenne la parole et s'explique. Alors, Premier il va pas ministre, tarder. À mon on avis, il va pas l'écoute. tarder. On l'écoute, À mon et avis, puis il je va vous passe pas la parole à tarder. Elisabeth. On D'accord, pas de écoute Elisabeth Lévy, on écoute Édouard Philippe. Je n'ai aucun doute, mesdames et messieurs, sur le fait que les oppositions nous aimeraient immobiles. Elles font même mine de penser que nous pourrions être hésitants. Je voudrais redire la détermination complète du président de la République et qui est complètement partagée par le gouvernement. Nous allons maintenir le cap et l'intensité des transformations que nous avons décidé d'engager. Voilà, maintenir le cap. On est toujours, Elisabeth Lévy, dans les mêmes éléments de langage. Oui, mais alors le problème, parce que tout à l'heure, Clément a dit que tout ça voulait pas dire grand-chose. Il y a quand même un mot, on pourrait revenir dessus, c'est l'idée du sens. Quand on entend le président dire on va donner du sens, on pense qu'effectivement, il va inscrire son action, disons, dans un projet global, enthousiasmant, mobilisateur de qu'est-ce que la France, qu'est-ce que c'est être français dans notre époque, etc., etc. Mais en fait, si vous voulez maintenir le cap, ça veut dire on va poursuivre effectivement ces réformes qui sont certainement nécessaires, mais c'est pour ça que je dis que les résultats comptent. Mais ce n'est pas tout. On n'a pas embauché un gestionnaire, on n'a pas embauché un chef comptable. On attend quand même, si vous voulez, qu'après le régalien, tout le truc du régalien qu'il nous a fait, que ce soit suivi d'autre chose, si vous voulez, que des mots. En fait. Alors, Clément Victor, vous êtes d'accord avec Elisabeth? Je rejoins Elisabeth Lévy sur ce Oui, point. ça vous choque pas? Et là, ce qu'on entend chez Édouard Philippe, il veut maintenir le cap et l'intensité des transformations. Donc on retrouve exactement les mêmes éléments de langage. Et pour aller un cran plus loin dans ce que je disais tout à l'heure, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a une forme de dépolitisation de la parole politique. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est que la politique, ce serait une matière technique, presque technocratique, où il y aurait une bonne solution et une mauvaise solution. Et un bon président, ce serait simplement
simplement un président qui irait vers la bonne solution. Eh bien, ça n'est pas vrai. La politique, c'est toujours une affaire de choix, c'est toujours une affaire de préférence. Les mauvais. Non, c'est pas vrai, Jean-Claude oui. Dacier, mais vous aussi, vous tombez dans cette idée qu'il y aurait qu'une seule politique Clément, possible, c'est la politique des entreprises, et que tous les autres seraient fausses. Clément, je t'interromps une demi-seconde. Vous êtes en train- L'économie a toujours le dernier mot. Mais bien C'est sûr. une question Oui, de temps. Tout à fait. Moyennant quoi, Jean-Claude Dacier, vous nous expliquez que vous seriez le seul à détenir la vérité et que tous Non. ceux qui ne sont pas d'accord avec vous auraient tort. Eh bien, figurez-vous, je pense l'inverse. Moi, je pense que la politique, c'est toujours une affaire de choix, qu'au fond, personne ne sait bien à un sûr. moment donné quelle sera la bonne solution. Ah, nous si, n'évoluons, si. non, c'est pas vrai. Nous n'évoluons tous que dans l'imprécision et nous avons des préférences. Nous pensons qu'il vaut mieux faire quelque chose. Clément, cultiver les déficits et Gouverner- emprunter, c'est pas une politique. Ah Gouverner, non. c'est choisir. Ben, n'importe Il n'y a quoi. pas de bons choix et de mauvais choix. Si. Il n'y a que des Passer politiques son temps à emprunter, c'est un différentes. mauvais choix. Et vous pouvez le dire très fort. Ah oui. C'est pas parce que vous le direz plus Bah fort oui, que vous bah aurez oui, bah plus oui. raison, monsieur Mais bon, mais Dacier. à la fin, on peut juger une Enfin. politique. À la fin, oui, mais après Mais- coup, au moment de l'affaire, au fond, la seule vérité, c'est qu'on évolue dans le probable et le préférable. Là, vous allez un Et il y peu en a trop loin. assez, je vais terminer, il y en a assez de cette désidéologisation du discours politique. Emmanuel Macron, et là je vous rejoins monsieur Dacier, mène une politique pro-entreprise, c'est son choix, ça n'est ni la vérité, ça n'est ni la bonne option, c'est l'option qu'il a choisie, elle se respecte, mais les autres aussi se respectent. Et j'aimerais bien Ah, te respecte. Oui, qu'on revienne c'est le débat dans politique. le vrai sens du débat politique, qui est un débat sur des choix et des options, et pas sur le juste et l'erreur. Elisabeth L'idée Lévy, qu'il n'y a alors. aucun choix qui est bon. Bah, moi, je vais prendre un autre domaine, par exemple, en matière d'éducation. Moi, je pense qu'il y a des bons choix et des mauvais choix. Enfin. On peut les juger. En tous les cas, je veux dire, le président pense certainement qu'il y a des bons choix et des mauvais choix. Mais quand même, regardez. Moi, je reviens, si vous voulez, sur ce mot de changement, qui est d'ailleurs l'alpha et l'oméga de toute campagne électorale. Si vous voulez. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé sur la loi travail. C'est-à-dire, on nous annonce un changement complet de paradigme, de ceci et de cela. On a quoi à la fin? Et on va parler du RSA, je suppose. Absolument, et tout ça. du plan pauvreté, Des plan petits hôpital aménagements quand même, tout de même. C'est pas On n'a énorme. moi, je- Ah, ouais. Christine Kelly, le fait que le président s'exprime 2 fois aujourd'hui, en Conseil des ministres, une 2e fois parce qu'il a effectivement mis en scène la signature de la loi sur l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage, c'est un signe quand même. Il se rend compte qu'il faut parler aux Français, comme disait Oui, il se Jean-Claude rend hier. compte qu'il faut parler aux Français. Il se rend compte qu'il faut qu'il change aussi. Il faut qu'il parle différemment aussi aux médias. Parce que, faisons le point, il y a pile un an, les médias, ils étaient où? De côté. Pourquoi est-ce que nous, ça nous intéresse qu'ils parlent justement au Conseil des ministres? Parce qu'on ne les voit plus maintenant. Les médias ne sont plus à l'Élysée, par exemple, pour voir les ministres entrer et sortir. Ça a été un choc aussi pour les médias. Ça a été un choc pour les médias il y a un an. Donc ils se C'est-à-dire, vengent, les on est- médias, aujourd'hui, sur Emmanuel petit peu. Macron Je Mais pense il que nous a quelque part, il nous a fait le coup du mine de rien, mépris. il se Christine, venge un peu. Christine. Je pense qu'il se venge un peu, mais je pense aussi que le chef de l'État est en train de se rendre compte qu'il a commis une erreur sur la façon de Bien communiquer. sûr. Et là, le fait de parler micro ouvert en Conseil des ministres, c'est une révolution, mais c'est aussi une façon de dire le président préside, le Premier ministre, il est au rôle de Premier ministre et de mettre chacun à sa place. Encore une Parce que révolution. souvent, on se... Comment Encore une révolution. Oui, petite révolution, mais quand même, le fait, ça c'est quand même une image extraordinaire, avec le son, et de dire, non, je suis désolée, c'est quand même une image extraordinaire avec le son, et de prendre la tête justement au moment où ça va dans tous les sens, et de dire, voilà, moi, je préside, je fixe le Vous êtes cap. bon public. je veux- Hein. Vous êtes bon public pour la com du président, là. Alors, je vais vous dire, de la com alors, je vais vous politique, dire, quand même, hein. c'est ni mon ami ni mon ennemi, je Non, n'ai mais, aucun intérêt. Je dis ce que elle je sous-entendue ressens par une rapport. chose Non, pareille. mais Pas du par rapport à Moi, l'image. je ne vais pas jusque-là. Et justement, alors tout Paris bruisse d'une profonde réforme. On va en parler dans un instant, Ah bon, justement, de la de communication. la communication. Il ne Voilà. pas. Je ne dis pas ce que j'ai dit un peu Dans une rapidement. minute. Gâcheur. Ah, qu'est-ce que vous avez dit rapidement? Ce que j'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, que les médias se vengent. Mais c'est vrai qu'il y a eu, allez, disons au minimum, une incompréhension de la posture du président face à des médias qui ne l'avaient quand même pas tellement maltraité pendant la campagne présidentielle. Et je pense qu'il en paie quelque part, il en touche les dividendes négatifs. Mais ça ne va pas suffire. Pas d'accord. Ça va Je pas pense suffire, qu'un ouais. président, dans la situation qu'il vient de vivre, Pas du tout d'accord. à l'amorce de ce semestre, comme il dit, avec une négociation qui va être très compliquée, celle de l'assurance chômage, et il y en aura d'autres. Et les retraites. Et les retraites, je pense qu'il est temps qu'il prenne les Français entre 4 yeux et qu'il dise où il va. Moi, je Mal parler, Allez, mal je parler pense- aux journalistes, c'est pas mal parler aux Français. Non, mais hein. d'accord, Oui, c'est d'accord, pas la même d'accord. chose, Et où est c'est pas la passé- même chose. Les journalistes, ça et sert à parler où est aux Français, hein. où est passée la République exemplaire? Allez, on en parle dans un instant de ce virage social que va prendre le gouvernement dans les prochains mois avec le plan pauvreté, la réforme du RSA et le plan hôpital qui seront annoncés dans les prochains jours. À tout de suite dans Punchline.
On se retrouve dans Punchline avec Clément Viktorovitch, Jean-Claude Dacier, Elisabeth Lévy et Christine Kelly. On va parler du prélèvement à la source. On y va donc tout droit. Mais avant cela, on vient d'apprendre que Barbara Pompili serait bien candidate pour devenir éventuellement présidente de l'Assemblée nationale. Il y a 3 femmes donc, qui sont candidates face à Richard Ferrand. Il y a Barbara Pompili, Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois, et Sandra Motin, qui est candidate. On va l'écouter. Elle s'est exprimée aujourd'hui. Ça signifie que Richard Ferrand était déjà un personnage politique et connu avant cette élection. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités, mais c'est vrai que c'est à l'heure où on entend beaucoup nous dire que c'est le retour de l'ancien monde, que nous ne serions pas le renouveau que nous avons promis. Moi, je veux vraiment porter au moins à la connaissance des Français le fait que si les députés nouveaux qui ont eu le courage d'élire, ils sont là, ils sont au travail et ils sont prêts à prendre des responsabilités. Elles sont à l'offensive, les femmes, Elisabeth Lévy? Mais qu'il y ait des candidats contre Richard Ferrand, c'est certainement très bien. Qu'il y ait des femmes, je m'en fiche, mais complètement. Et même, je trouve ça insultant. Je trouve ça insultant de faire... Non mais si vous voulez, les femmes doivent se battre comme, je veux dire, à armes égales, avec leur intelligence, leur talent, leurs compétences, qui ne sont pas moindres. Et si vous voulez, maintenant, l'idée que parce que vous êtes une femme, vous devriez avoir un petit, comment on appelle ça, des handicaps, une petite prime de départ, on vous donne un petit coup de pouce, mais on est une espèce protégée, c'est ça l'affaire. J'en ai ras-le-bol de ça. Non, c'est pas ça. C'est que tous les grands postes de La République En Marche sont occupés par des hommes, les ministres régaliens aussi. Donc voilà, qu'il y ait quelques femmes face à Richard Ferrand, c'est plutôt bien, Clément Viktorovitch, moi, je trouve. Mais sans doute est-ce bien, ça va commencer à poser un problème de communication. Car le fond de l'affaire, il est à peu près connu. Richard Ferrand est le successeur désigné de François de Rugy, un proche d'Emmanuel Macron, et très probablement le choix numéro 1 d'Emmanuel Macron pour occuper le perchoir. Il y a une deuxième chose qui est à peu près sûre, c'est que l'homme ou la femme qui aura la préférence d'Emmanuel Macron sera très probablement désigné par La République En Marche et donc élu, puisque les députés En Marche sont plutôt respectueux de l'autorité du chef de l'État. Là, on a quand même un problème, c'est qu'on a d'un côté Richard Ferrand. Comme c'est joliment dit. Respectueux de l'autorité. Respectueux. Pour pas dire petit doigt sur la couture. J'avais d'autres synonymes un peu plus désagréables, mais je me tiens bien. Donc là, pourquoi est-ce que ça peut poser un problème de communication? Parce qu'on a d'un côté Richard Ferrand et de l'autre 3 femmes. Or, si, quand on a un seul homme face à 3 femmes, Emmanuel Macron donne sa préférence au seul homme, quand bien même il serait peut-être le plus compétent, le plus expérimenté, je ne rentre pas là-dedans. Mais simplement en termes d'affichage, quand dans une compétition, on a 3 femmes contre un homme, donner la préférence à l'homme, ça peut commencer à devenir une petite épine dans le pied d'Emmanuel Macron. Surtout si tous les médias répètent en permanence qu'au lieu d'avoir 4 personnes, on a 3 femmes et un homme. Il y a un enjeu de communication à gérer. Absolument d'accord. Ça donne quand même une très 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 mauvaise image, un très mauvais message. Et on l'a vu, je ne sais plus dans quel média, où toutes les femmes s'étaient rassemblées pour postuler à un poste de direction, justement pour démontrer, s'il en était besoin, qu'il y en a marre que ce soit toujours les hommes qui aient le pouvoir. Jean-Claude Dacier, on commence à dire, féministe. Johan Usaï, oui, militant. Johan Usaï le disait tout à l'heure qu'on aurait dégagé, le mot est un peu fort, mais à la mode, Monsieur de Rugy du poste de président de l'Assemblée nationale pour faire la place à Monsieur Ferrand. Pourquoi? Parce que le groupe La France En Marche est un peu indiscipliné, République En Marche, pardon, est un peu indiscipliné, n'a pas défendu comme il convenait le président dans des moments difficiles qu'il vient de vivre. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est sympa pour le ministère de l'économie, en tous les cas. De Rugy, ça lui fait déjà une rampe de lancement un petit peu. C'était pas déjà prévu, Richard Ferrand a mis deuxièmement, un mot simplement, moi le choix de M. Ferrand m'étonne un peu, ou alors est-ce à dire qu'il est totalement rassuré sur ses ennuis financiers. Il y a quand même un dossier où la relation qu'il avait avec la mutuelle qu'il présidait ou dirigeait en Bretagne, je sais bien que les socialistes et les mutuelles... Apparemment, c'est pas illégal. Apparemment. C'est peut-être moche, mais c'est pas illégal. Oui, enfin ça... C'est peut-être moche, mais bon. Apparemment, il est donc rassuré et pourra être élu sans difficulté. C'est un peu surprenant quand même. Clément, un dernier mot. Là-dessus, 2 éléments. Un, je ne sais pas si lui est totalement rassuré. Ce qui est sûr, c'est que l'instruction est toujours en cours. Absolument. Et tant que l'instruction est en cours, elle peut déboucher sur une mise en examen. Absolument. Donc, effectivement, il y a quelque part un côté un peu cavalier. Et puis, d'autre part, il y avait réellement un problème de Rugy Ferrand à la tête de l'Assemblée nationale, puisque la règle énoncée par Richard Ferrand lui-même, c'était que toutes les
personnes titulaires d'un mandat à l'Assemblée étaient désignées pour 2 ans et demi Exactement. et devaient lâcher leur Exactement. mandat. Et François de Rugy, initialement, s'était engagé. Et puis, quelques semaines à peine après avoir été élu, disait En « Moi, j'ai été élu janvier. pour 5 ans Ouais, c'est ça. ». Et donc, d'un côté, on avait Le François choc. de Rugy qui disait « Moi, je suis Voilà. élu pour 5 ans ». De l'autre, Richard Ferrand qui disait « Pas du tout, pas du tout ». Entre les deux hommes, l'atmosphère était devenue glaciale. Il y avait de fait un problème de Rugy-Ferrand. Et ce qui est sûr, c'est que d'exfiltrer... Quelqu'un a orchestré la démission Non, de mais ce qui est sûr, c'est que d'exfiltrer François de Rugy... Pas sûr. En l'occurrence, Pas sûr. Pas non, besoin. mais en l'occurrence, je dirais que pour le coup, c'est une épine dans le pied en moins d'Emmanuel Macron. Exfiltrer de Rugy au Absolument. ministère de l'Environnement, de facto, ça résout le problème. Siège éjectable ô Pauvre combien. Guillaume ailleurs, de siège Rugy de éjectable, changer sinon, d'avis, c'est rassurant pour les tenants et supporters du nucléaire. Allez, le prélèvement à la source. On ne va pas rembrayer sur le nucléaire. Jean-Claude, on en a déjà beaucoup Ah non, parlé. mais On y va tout droit. Au prélèvement à la source, évidemment, 1er janvier 2019, les salariés imposables vont découvrir sur leur feuille de paye l'étendue des dégâts ou pas. Alors, quels sont les derniers ajustements annoncés hier par le Premier ministre? C'est un sujet de Laurie Canac. Amortir le choc du prélèvement à la source, c'est l'objectif du gouvernement en effectuant plusieurs ajustements. Le premier choc psychologique de l'impôt à la source sera positif puisqu'on remboursera ce qui n'a jamais été fait, ces crédits d'impôt, le 15 janvier sur les comptes en banque. Concrètement, pour les contribuables concernés par les réductions et crédits d'impôt type garde d'enfants ou ménage, dons aux associations, œuvres caritatives ou cotisations aux syndicats, investissements locatifs type Pinel ou Duflot, Bercy prévoyait une avance de crédit d'impôt de 30% en début d'année, un pourcentage jugé trop faible. L'avance sera finalement de 60%. Un geste de l'exécutif qui se chiffre à 5 milliards d'euros. Les 40% du crédit d'impôt restant seront quant à eux versés en septembre. Autre dossier qu'il restait à régler, le cas des employés à domicile. Pour faciliter les démarches, le gouvernement avait prévu un nouveau site internet, mais il n'est pas prêt. Les salariés à domicile ne seront donc pas soumis au prélèvement à la source l'année prochaine. À la place, ils devront verser un acompte en septembre 2019. Un système transitoire pour les 40 000 employés imposables. En 2020, en revanche, ils seront prélevés à la source comme les autres salariés. On va commencer à s'y intéresser de plus en plus, en tout cas pour les salariés de ce pays. Jean-Claude Dacier, selon un sondage Elabé, 64% des Français approuvent la décision de maintenir cette... Oui, parce que c'est bien. C'est pas une réforme, enfin la réforme du prélèvement Non, à la c'est la source. réforme de la Ouais. collecte, Une c'est réforme bien. de l'État quand Oui, c'est la même. réforme de l'État. Oui, enfin, bon, toute l'Europe le fait depuis des années, vous n'allez pas nous expliquer La France que... n'est pas, comme J'espère tous les qu'il y aura autres pays. d'autres projets de loi qui vont intervenir pour transformer la France, comme le dit le président de la Mais République. là, ça la transforme Je en dirais, en forme de clin d'œil, que non, ça va la transformer un peu, bien sûr. Que l'inquiétude a changé de camp. S'il y a au moins quelque chose qui va décharger le président de la République de l'angoisse, semble-t-il, qui a été la sienne, elle est maintenant à Bercy. Ah oui. Chez Darmanin. Maintenant, c'est Darmanin qui ne peut pas dormir. Il a intérêt à tenir le choc On se et demandait limiter les quel bugs camp. au maximum, On se sinon, demandait quel camp. à mon avis, il retournera dans le Nord. Il sera l'invité demain de Jean-Pierre Elkabbach dans la matinale de Romain Desarmes avec Lélie Mathias. Clément Viktorovitch. C'est effectivement, c'est pas une réforme de fond, c'est-à-dire que c'est une réforme de la collecte de l'impôt. Il y a assez peu de politique là-dedans, il y a beaucoup de techniques, sans doute est-ce mieux. Ça permet d'éviter le décalage d'un an quand les Français partent en retraite et qu'ils doivent payer leurs impôts de l'année d'avant Quand ils gagnent moins. qu'ils touchent moins, ou tout simplement quand ils gagnent moins. Donc, bien sûr que c'est sans doute une bonne réforme technique. Un mot sur les bugs quand même, parce que tout le monde a l'air d'avoir très peur des bugs. Et puis il y a eu ce fameux test il y a quelques mois, plus de 300 000 bugs. Un crash test. Un crash test. D'ailleurs, tout le monde a dit, on s'est Et craché il était 300 fait pour ça, des c'est pour centaines ça, de il y milliers avait de pour les bugs. Mais trois mots même là-dessus. Premier mot, 300 000 bugs, c'est pas énorme. Oui, Sur je suis plusieurs d'accord. dizaines de millions de foyers fiscaux concernés, c'est pas énorme. 2, ils sont là pour qu'il y ait ce crash test était là pour qu'il y ait des bugs. Ça permet de les corriger. C'est ce qu'on fait toujours avant ce grand type de réforme structurelle. Et 3, bien sûr qu'il y aura des bugs, mais des bugs, il y en a toujours. Il y avait déjà un peu de bugs dans l'impôt sur le revenu, dans les feuilles 2. Bon, il y a des bugs. Louvois, ça vous dit quelque chose? Il y a des bugs Oui. sur le paiement. Logiciel de Louvois, ça paye vous des dit rien. militaires. Je vais juste finir, mais il y a des bugs sur le paiement de l'électricité chez eux. Donc, il y a toujours des bugs. Ils seront corrigés. Voilà, pour moi, c'est Même quand en ce moment, il y a des bugs. même, c'est quand même une tempête dans un. C'est quand même une. Vous êtes chef d'entreprise ou pas, Clément? Vous avez des salariés ou pas? Je suis pas salarié. Parce que je vous assure que les chefs d'entreprise, non, mais ça, c'est ils vrai. s'arrachent les cheveux. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Non, mais Ça, pas ça, tous, ça, honnêtement. Ah, quand même. Pas tous. Le patron de mais Coder, plus, bien que ça plus va un nous donner salarié. un peu plus de travail, il s'arrache pas les cheveux. Moi, je voudrais répondre quand même deux choses. La première, vous dites tous que c'est
que technique. En réalité, peut-être que c'est que technique, mais c'était une réforme qui, il y a un an, ne clivait pas du tout. Et donc, je me demande encore comment ils ont réussi à semer le doute, alors qu'en réalité, ça change pour plein de gens qui vont voir leur mensualisation passer, disons, de leur fiche de paye au truc des impôts, ça va pas changer, ça va changer à la marge et après il y aura une adaptation. En revanche, moi je comprends bien, donc je pense que s'ils ont eu raison de maintenir, mais surtout qu'ils ont eu bien tort de faire part de leurs doutes en public, pour le coup. C'est vrai que c'est incompréhensible. La com est un fiasco. Sur les bugs, je voudrais quand même dire un mot. Un petit mot, parce que après on va parler avec Bénédicte On est très peur Caron. de ces immenses... On est face à des systèmes, on se demande comment on les maîtrise. Et il y a eu cette affaire Louvois pendant des années, ça a été un enfer des pour femmes payer les militaires, pour payer les logiciel militaires, de paye le des logiciel militaires. Louvois qui avait été mis en place, ça a été une cata mais totale. Et donc et c'était vraiment, très concret. Ouais. On a au téléphone Bénédicte Caron, la vice-présidente de la CPME. Bonsoir, vous êtes chargée des affaires économiques. Est-ce que vous avez cru que vous alliez échapper à cette réforme? Finalement, on y va tout droit. Il y a une vraie inquiétude du côté des chefs d'entreprise ou pas, Madame Caron? Oui, on a une vraie inquiétude. Bien sûr qu'on était d'accord à ce que l'impôt devienne contemporain. La seule chose qui nous inquiète énormément, c'est le fait que ça soit sur les chefs d'entreprise que repose le fait du prélèvement. On aurait voulu ne pas avoir à intervenir. On est chef d'entreprise, on n'a pas demandé à avoir une obligation supplémentaire sur nos épaules. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on avait des solutions qui étaient autres pour prélever cet impôt et pour qu'il devienne contemporain. Bien évidemment, on est d'accord à ce qu'il devienne contemporain. Mais pourquoi faire peser une responsabilité, le fait que les chefs d'entreprise deviennent collecteurs? Pourquoi est-ce que c'est notre responsabilité qui va être engagée là derrière? On n'a rien demandé à personne, nous, en tant que chef d'entreprise. Et on se retrouve à collecter et à générer des tensions au sein de nos salariés, et on n'avait vraiment pas envie de ça. Est-ce que vous avez compris ces hésitations au sommet de l'État, Emmanuel Macron qui réfléchissait, qui hésitait, qui demandait des précisions techniques? Est-ce que ça vous décourage d'autant plus de vous lancer dans cette réforme? C'est-à-dire que pendant quelques heures, on a cru que peut-être il allait revenir sur la décision. Mais bon, hier soir, c'était mort, c'était fini. Donc on y a cru pendant quelques heures, mais c'est tout. Non, aujourd'hui, je pense que Emmanuel Macron, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ces hésitations-là, puisqu'aujourd'hui, Gérald Darmanin, depuis des mois, travaille en relation avec nous, avec la CPME et avec un certain nombre de chefs d'entreprise pour que le côté technique soit le plus fiable possible, et j'espère qu'il le sera, mais il est inévitable qu'il y aura des bugs. Le problème, c'est que sur l'année 2019, les bugs qui vont apparaître, l'administration va les admettre. L'administration va dire c'est pas grave, il y a eu des problèmes, on les résout. Mais dans 3 ans, qu'est-ce qui se souviendra encore qu'il y a des bugs chez un chef d'entreprise qui n'a pas pu les éviter? Et là, qu'est-ce qui se passera? Une question de Jean-Claude Dacier. J'avais cru comprendre, mais j'ai sans doute mal compris, que pour les petites entreprises de moins de 20 salariés, qui je crois représentent tout de même 80% des entreprises en France, je crois qu'il y avait une possibilité, sans doute pas une obligation, mais une possibilité de ne pas le faire et de confier cette collecte à l'URSSAF. C'est vrai ou j'ai mal compris? Ça passe par le dispositif du TSE. Le problème du dispositif du TSE, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peu de chefs d'entreprise qui le font, parce qu'en fait, ce sont le chef d'entreprise d'une TPE de moins de 20 salariés qui fait lui-même ses bulletins de salaire sur un site en relation avec l'URSSAF. Mais ça signifie qu'il faut quand même que le chef d'entreprise, individuellement et seul, soit capable et suffisamment averti, j'ai envie de dire, pour être capable de faire d'enregistrer les variables de son bulletin de paye, à savoir les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les congés payés. Et là, bien évidemment, l'administration a mis sur ses bulletins de paye le taux individuel du salarié. Parfait. Mais ça ne représente que quelques milliers de personnes. Je crois qu'on est aujourd'hui à 58 000 salariés qui sont concernés par le système du TSE. Donc c'est une très faible majorité des entreprises de moins de 20 salariés. Parfait. Merci beaucoup en tout cas de ces explications et bon courage, Bénédicte Caron, à tous ces chefs d'entreprise qui vont se lancer dans le prélèvement à la source. On va écouter aussi la mise en garde de Valérie Pécresse. Elle était interrogée ce matin sur une radio. On va retrouver Valérie Pécresse. Elle arrive. Elle est là.
Le sujet du prélèvement à la source n'est pas que technique, il est économique et politique. Les Français vont s'apercevoir, quand on va faire le prélèvement à la source, de combien ils payent vraiment d'impôts. Et donc je mets en garde en termes économiques le gouvernement, parce que en net à la fin du mois, on va s'apercevoir qu'on est en overdose fiscale. Le sujet, il est simple, c'est que les Français vont vraiment s'apercevoir de ce malaise fiscal que nous vivons. Et aujourd'hui, le gouvernement est au pied du mur pour baisser les impôts. Voilà, le malaise fiscal, variante du ras-le-bol fiscal qu'on avait L'enfer beaucoup entendu fiscal. sous le quinquennat précédent, Christine Kelly. Oui, moi, il y a 3 choses sur le prélèvement à la source. La première chose, c'est le choc fiscal. On a beau le minimiser, je pense qu'il y aura un choc fiscal. Deuxièmement, par rapport aux entreprises, oui, je pense que 98% des entreprises ont moins de 20 salariés et c'est le casse-tête. Ils payent en ce moment, les entreprises, les chefs d'entreprise payent en ce moment des comptables de leur poche, justement, pour pouvoir pallier justement ces problèmes. Et troisième et dernier point... C'est pas vrai. On ne paye pas des gens supplémentaires pour mettre en place... c'est peut-être sur les entreprises qui n'ont pas de comptable. Oui, en ce moment, oui, justement pour pallier ça. Et troisième et dernier point, les ajustements qui ont été... Parlez en connaissance de cause, je sens, Christine. Vous avez tout compris, ça part des tripes. Voilà. Je suis à la fois pigiste, je suis intermittente du spectacle, je suis chef d'entreprise. Excusez-moi, c'est 3 cases complètement très compliquées. Et dernier point, on est salarié et c'est très important, cet ajustement qui a été fait. Ça, c'est un soulagement. C'est-à-dire que les crédits d'impôt et les réductions d'impôts seront faits plus tôt et de plus grande ampleur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Clément Plutôt sur ce que venait de dire Valérie Pécresse. Parce que malaise fiscal. Le malaise fiscal, l'overdose fiscale, le gouvernement au pied du mur. Bon, on peut débattre sur le fond, est-ce que c'est vrai ou pas, mais sur la forme, ce que fait ici Valérie Pécresse, c'est utiliser une réforme qui, encore une fois, est une réforme de la collecte de l'impôt pour dérouler un tract électoral. Elle commence en disant les Français vont s'apercevoir de combien... Je vais vous répondre, ça, je me doute bien que vous répondrez. Elle commence en disant les Français vont s'apercevoir enfin de combien ils payent d'impôts. Enfin, les Français le savent, parce que précisément, ils payent l'impôt en espèces sonnantes et trébuchantes. Et sauf les cigales, hein, comme disait Jean-Claude. Il y a les fourmis et les cigales. Les cigales finissent par payer oui, ça, oui. Ça, je peux vous le dire. Allez-y, Clément, et puis derrière, quand elle nous explique qu'il y a une overdose fiscale, que le gouvernement est au pied du mur pour baisser les impôts, mais on peut en débattre sur le fond, mais il me semble que c'est précisément ce que fait le gouvernement. Il baisse les impôts, puisqu'il a baissé les cotisations sociales salariales l'an dernier, et cette année, il envisage de baisser les cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Donc, Valérie Pécresse, ici, au mépris de la réalité qui est que le gouvernement baisse les impôts, le baisse-t-il suffisamment? Est-ce une bonne chose? On peut en débattre, mais là, elle déroule un tract électoral au mépris de la réalité politique. C'est le cas, hélas, de beaucoup de politiques. Je retiens quand même une vérité dans ce qu'il dit. Le gouvernement, et pas celui-ci, tous ceux qui l'ont précédé, planque la masse des impôts que nous payons tous les mois dans une feuille de paye à laquelle personne ne comprend rien, idem avec les cotisations sociales. Là, au moins, on va commencer à se rendre compte, cigale ou fourmi. Mais ça change rien. Mais ça change tout. Vous allez voir. Mais il y aura toujours les cotisations sociales sur la feuille de paye. Oui, certes, vous allez les voir. Notamment, laissez-moi finir, notamment les impôts. Vous allez voir vraiment ce que vous payez tous les mois en impôts. C'est bien. C'est un pas en direction, mais bien sûr que si. Vous prenez les Français pour des idiots, ils savent très bien ce qu'ils payent. D'imposition par 12, hein. Oui, mais personne ne le fait. La vérité, dans la feuille de paye, elle va progresser. Vous dites n'importe quoi, pardonnez-moi. Ce que je dis est une vérité absolue. Encore une fois, maître Dacier qui dit la vérité absolue. Vous verrez mieux ce que vous avez à dépenser chaque mois. Mais c'est faux. Mais on voit bien le montant de notre impôt, il est écrit noir sur blanc. Mais arrêtez de prendre nos concitoyens pour des billes. C'est un peu prendre les gens. Leur histoire de psychologie depuis le début en disant les gens, comme c'est vrai que s'il y avait de la croissance, ça les arrangerait plus. Mais le truc, c'était de dire attention, les gens vont voir sur leur fiche de paye qu'ils ont moins de fric. Mais enfin. Je veux dire, on n'est quand même pas des buses. On sait bien que le fric qu'on aura en moins sur notre fiche de paye, on l'aura en plus d'un autre côté. Donc là, vraiment, c'est vraiment quand même...
Si vous voulez, je pense que c'est une bonne réforme, mais le fait qu'on... Non, mais on regardera peut-être un peu mieux notre feuille de paye. On découvrira par exemple que... les fiscalistes qu'ils on paye, Jean-Claude, une taxe pour les transports parisiens, nous autres franciliens, alors qu'on peut ne pas le prendre les transports en commun. Ben voilà. Clément Viktorovitch. Un mot pour agacer un peu mon ami Jean-Claude Dacier, qui peste contre les impôts, et on paye trop d'impôts, il y a trop de charges. Champion d'Europe, oui. On est champion d'Europe, c'est une... Bon, un mot quand même pour rappeler... Un mot pour rappeler une chose, parce que... Croissance, oui, voilà, c'est terrible. oui. Bon, un mot quand même pour dire que les impôts, qu'est-ce que c'est? Parce qu'à un moment donné, personne ne le dit, mais les impôts, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de la redistribution. C'est que effectivement, les Français qui ont la chance de gagner de l'argent et proportionnellement acceptent de cotiser, parce que les impôts, c'est pas l'État qui vous vole de l'argent, c'est de l'argent qu'on redistribue de ceux qui en ont vers ceux qui en ont moins. Et monsieur Dacier... moi, écoutez, je veux bien qu'on entame ce débat, mais alors on n'est pas couché. Mais juste, monsieur Dacier, vous êtes prompt à fustiger la croissance. Il y a quand même un chiffre dont on ne parle pas, c'est que la France, et c'est heureux, est un des pays d'Europe où il y a le taux de pauvreté, non pas le plus faible, mais bien plus faible que certains de nos voisins, notamment l'Allemagne. Pourquoi? Notamment grâce à l'impôt. On fait une petite pause, on va tout de suite rejoindre Patrice Boisfer pour les toutes dernières informations. C'est parti.